Alors, le secrétaire général de l'Élysée, pour la plupart des gens, c'est cet homme qui lit la composition du gouvernement sur le perron de l'Élysée. C'est comme ça qu'on le connaît, autant dire qu'on ne le connaît pas du tout. On lit d'une voix monocorde, et c'est comme si cette voix monocorde, elle disait en fait l'invisibilisation de cette fonction. Et pourtant, le secrétaire général de l'Élysée, c'était un personnage extrêmement important. C'est le principal collaborateur du président de la République. C'est probablement un des plus hauts fonctionnaires de l'État. C'est vraiment l'incarnation de ce qu'on appelle un commis d'État, c'est-à-dire un très haut fonctionnaire qui exerce de très grandes responsabilités, avec la particularité dans le cas du secrétaire général de l'Élysée que ces responsabilités se trouvent au carrefour entre l'administration et la politique, puisque, encore une fois, il est là pour servir à la fois l'État, la République, mais aussi le président qui l'emploie. Alors, quelles sont les missions du secrétaire général de l'Élysée? Elles sont de trois natures. La première nature, c'est que, contrairement à ce que son nom peut indiquer, c'est le véritable chef ou responsable du cabinet du président de la République. Il y a une structure à l'Élysée qui est double, une structure qui gère l'intendance de l'Élysée, du palais, et qui est en réalité dirigée par le directeur de cabinet du président de la République, qui n'a pas un rôle strictement parlé politique, et même si de fait c'est souvent une figure qui est un conseiller du président, et vous avez le secrétaire général qui a en charge l'organisation et la direction du cabinet, c'est-à-dire l'ensemble des dizaines de collaborateurs du président de la République. Et donc sa première mission, elle est justement d'organiser la vie de ce cabinet, de faire en sorte que ce cabinet fournisse des notes et des conseils au président, dont il se fera le relais, puisque le président ne voit pas forcément tous les collaborateurs. Très souvent, ces collaborateurs passent par le secrétaire général pour pouvoir avoir accès au président de la République. Ça, c'est le premier type de mission. Le deuxième type de mission, c'est un ensemble de relations qu'entretient le secrétaire général de l'Élysée avec Matignon. C'est-à-dire qu'il a vraiment déjà un rôle, dès le départ du gouvernement, dans le fait d'assister le président de la République et le Premier ministre dans la composition du gouvernement. C'est quelqu'un qui, dans le passé, a pu donner des conseils et surtout peut-être tester des personnalités qui pourraient rentrer au gouvernement, voire consoler ceux qui sont sortants ou expliquer qu'on n'a pas pu faire entrer un tel ou un tel. Donc il y a un rôle un peu de diplomatie, d'équilibriste aussi, pas toujours facile dans la composition du gouvernement. Et enfin, il y a un rapport beaucoup plus invisible de relations permanentes entre l'Élysée et Matignon et qui passe par le secrétaire général de l'Élysée qui organise les réunions toutes les semaines avec le directeur de cabinet du Premier ministre, tout simplement pour que la communication entre ces deux têtes de l'exécutif soit la plus fluide possible, puisqu'on le sait, le président et le Premier ministre ne se voient pas forcément tous les jours, donc il faut un lien par les cabinets. Et puis il y a un troisième type de mission, très important, qui est l'ensemble des services au président de la République, puisque on sait que le secrétaire général de l'Élysée est un collaborateur qui a de très forts liens avec le président, c'est son homme de confiance, celui qui ne trahit jamais. Et donc il fait toute une série de choses. Il peut éventuellement rédiger ses discours, certains de ses discours les plus importants. Il peut surtout gérer l'accès au président, ça c'est très important. Il reçoit ceux qui veulent rencontrer le président mais qui ne peuvent pas toujours le faire. Et il est le seul qui voit en permanence le président, plusieurs fois par jour. Il reçoit éventuellement les journalistes et les éditorialistes pour prendre le pouls des médias. Et puis enfin, il a une série de missions qu'on appelle les missions spéciales, qui peuvent être des missions diplomatiques. Par exemple, Jean-Luc Bianco avait fait un tour de toutes les chancelleries au Moyen-Orient et de tous les dirigeants des pays du Moyen-Orient à l'époque de la première guerre d'Irak pour savoir si ils accepteraient que la France intervienne aux côtés des États-Unis en 1990. Ça peut être aussi les fameuses missions des infirmières bulgares où Claude Guéant s'était rendu avec l'ancienne compagne de Nicolas Sarkozy, Cécilia Sarkozy, pour essayer d'obtenir la libération, et obtenir avec succès d'ailleurs la libération des infirmières bulgares. Voilà, ce genre de missions qui sont très floues et qui peuvent aller jusqu'à l'organisation du mariage du président, des missions beaucoup plus anecdotiques. Alors, je pense que l'invisibilité du secrétaire général, elle dépend de deux dimensions distinctes. La première, elle est historique. Le général de Gaulle, lorsqu'il repense les institutions de la République, fait de son aide de camp, Chaudron de Courcelles, son secrétaire général. Et il en a une conception quasiment militaire. Le secrétaire général, c'est celui qui ne dit rien, qui est dans l'ombre du président, qui n'est pas censé apparaître, qui n'est qu'une courroie de transmission. Le général dit que le secrétaire général doit être au centre de tout, au courant de tout, mais toujours dans l'ombre. Ça, c'est une première raison et qui sera ensuite prolongée par ses successeurs qui vont considérer que le secrétaire général de l'Élysée a un pouvoir qui est inversement proportionnel à sa visibilité. Et puis ça tient à une deuxième raison qui est que de nombreux présidents de la République, à commencer par François Mitterrand, mais ensuite suivi en cela par Jacques Chirac, ont refusé l'idée même qu'il puisse y avoir un cabinet. L'idée, c'est que le président dirige seul, il ne peut pas être
assisté par un cabinet qui existerait comme une entité officielle parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait un contre-pouvoir à l'intérieur même, ou un pouvoir intermédiaire à l'intérieur même de l'Élysée et du pouvoir exécutif. Et en réalité, le président de la République n'a qu'un équivalent, c'est le Premier ministre. Et donc, à ce titre-là, François Mitterrand ni Jacques Chirac ne voulaient voir apparaître ces cabinets. Dernier élément, il ne voulait pas non plus que les cabinets puissent s'organiser pour essayer de créer une sorte de contre-pouvoir à l'intérieur du palais de l'Élysée à certaines décisions que prendra le président. Donc il a organisé justement cette invisibilisation du secrétaire général de l'Élysée qui lui-même dirige un cabinet, mais dont le président peut parfois essayer de distinguer certains conseillers lorsqu'il considère que certaines missions sont importantes. C'est le cas du conseiller spécial, voire même du conseiller diplomatique qui des fois a des relations directes avec le président de la République. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps. Moi, cette fonction m'a toujours passionné. J'avais pensé en faire une enquête pour un livre universitaire dans un premier temps. Et puis en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était plus facile de discuter et d'avoir la possibilité de rencontrer ces secrétaires généraux, surtout ceux du passé, si on pouvait justement les mettre un peu en valeur. Parce qu'une partie d'entre eux ont écrit des livres sur leurs fonctions. Et même s'ils sont extrêmement discrets et ils sont très soucieux de ne pas apparaître trop publiquement, la garantie que je leur avais donnée, que je ne cherchais pas à faire des scoops, que je cherchais juste à avoir une prétention pédagogique vis-à-vis de leurs fonctions, tout simplement pour mettre en lumière leur rôle au service de la République, eh bien, a commencé à convaincre certains d'entre eux que j'avais la chance de fréquenter par d'autres occasions, je pense à Hubert Védrine notamment ou Jean-Luc Bianco, de s'engager. Et par la suite, vous savez, c'est un effet d'entraînement, c'est-à-dire une fois que vous en avez 2, 3 ou 4, eh bien, les autres se sentent obligés un peu de vous dire oui parce qu'ils ne veulent pas que cette parole soit trustée par seulement l'un d'entre eux. Aucune jalousie entre eux. Hein. J'ai toujours été frappé d'abord par la très grande confraternité qui règne entre eux, le fait qu'ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres, y compris quand c'est des secrétaires généraux un peu sulfureux, comme Claude Guéant. Et bien pourtant, il y a une certaine réserve qu'on voit, y compris dans leurs paroles. Ce sont des gens en général très modestes et qui ne veulent surtout pas surestimer leur rôle, et pourtant leur pouvoir est colossal. Et après, il s'est agi d'un entretien où il fallait un peu être capable de les faire parler, de les mettre à table, entre guillemets, mais ça c'est le propre de tout entretien sociologique semi-directif, c'est-à-dire qu'il faut mettre en confiance des personnalités qui n'ont pas l'habitude de se livrer. Je pense notamment à Jean-Pierre Jouyet, qui lui avait eu quelques problèmes dans le passé, puisqu'il s'était confié, on s'en souvient, à 2 journalistes du Monde, ça avait failli lui coûter sa place sur Fillon et les poursuites à l'encontre de Nicolas Sarkozy. Et donc il était un peu tendu au début de l'entretien, et il a fallu un peu de temps justement pour le dérider et faire en sorte qu'il puisse nous raconter l'exercice de ses fonctions. Et à ce titre, ce que je trouve assez intéressant, c'est que le fait que je n'étais pas un journaliste, mais un chercheur, un enseignant, un professeur de sciences politiques, eh bien, les a rassurés sur la nature de ce qu'on essayait de faire, sur le fait que moi je ne cherchais pas ni à les piéger, ni à mettre en avant des dimensions superficielles de leur travail, mais au contraire, réfléchir aux structures de leur métier. Et une fois qu'ils étaient dans ce rapport de confiance, ça m'a beaucoup aidé, eh bien, ils ont pu tout à fait librement parler de ce qui était leur métier d'une manière où peut-être ils ne l'auraient pas fait devant des journalistes. Le pouvoir de Claude Guéant, c'est-à-dire l'exception Claude Guéant, c'est-à-dire un pouvoir très visible, un pouvoir visible dans les médias, un pouvoir visible dans sa relation avec François Fillon, qui a été une très mauvaise relation puisqu'il est intervenu directement dans les rapports avec le gouvernement, ce que ses prédécesseurs ne faisaient jamais. Ce pouvoir, on ne peut pas l'imaginer sans l'aval du président de la République. C'est vraiment lié à la conception très présidentialiste de Nicolas Sarkozy, qui considérait que son pouvoir devait être direct et il devait se faire par l'intermédiaire de ses conseillers. Et d'ailleurs, Claude Guéant n'a pas été le seul de ces conseillers qu'on a vu apparaître au grand jour. D'autres conseillers ont pu être interrogés dans les médias ou apparaître comme des personnalités politiques, comme Patrick Buisson, par exemple, dont on connaît l'influence et qui a été largement documenté. Donc ce pouvoir, on ne peut pas imaginer qu'il a été pris par Claude Guéant lui-même. Il est le produit des relations anciennes qu'entretiennent Claude Guéant et Nicolas Sarkozy lorsque Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Et donc, elles vont se poursuivre. Alors, sur la question du succès ou de l'échec de ces entreprises, alors pour Claude Guéant, ça a plutôt été à son détriment. On sait que ces démêlés judiciaires ont un lien avec le fait qu'il a eu ce pouvoir quasiment sans limite, pouvoir qui lui a quand même attiré, on va dire, l'acrimonie, voire même la haine de François Fillon, qui a obtenu son départ, puisque même s'il a été nommé ministre de l'Intérieur, quand même c'est parce que beaucoup considéraient que son pouvoir était
excessif, on l'a appelé président bis ou Premier ministre bis. Et en même temps, Claude Guéant a eu une sorte de pérennité dans ce rôle en la personne d'Alexis Kohler. Alors ça peut surprendre parce qu'Alexis Kohler, c'est le contraire de Claude Guéant, il est parfaitement invisible, on ne le connaît très peu, il est très très discret. Mais en revanche, il a la même conception, ou plutôt Emmanuel Macron lui a attribué les mêmes fonctions qu'à Claude Guéant dans une certaine mesure, c'est-à-dire sur la mainmise qu'il a sur l'ensemble des sujets. C'est un secrétaire général extrêmement interventionniste qui a parfois des rapports directs avec les ministres eux-mêmes. Et il y a des lettres de mission qui ont été lancées par Emmanuel Macron, comme l'avait fait son prédécesseur Nicolas Sarkozy, avec une mainmise très forte du président de la République sur l'action des ministres. Et ça, je crois que, au-delà des questions de visibilité, où ça, je crois que on ne reprendra plus les secrétaires généraux à être aussi visibles, je ne crois pas que ça réarrivera dans le futur. En revanche, dans la nature de son rôle encore plus interventionniste, elle est le produit d'une présidentialisation du régime. Alors la question du point de passage entre la haute fonction publique et la carrière politique est une des questions que j'ai trouvées les plus passionnantes lorsque j'ai commencé cette recherche sur les secrétaires généraux de l'Élysée. Parce que lorsqu'on réfléchit historiquement, les anciens secrétaires généraux de l'Élysée étaient que marginalement devenus des hommes politiques par la suite. On pense évidemment à Édouard Balladur, qui avait été le secrétaire général de Georges Pompidou, qui par la suite est devenu un homme politique actif. Mais la plupart de ses prédécesseurs ou de ses successeurs ne sont pas rentrés dans la vie politique active. On peut citer aussi Michel Jobert, il y a quelques exceptions, mais encore une fois, elles sont rares. À partir des années 80, c'est-à-dire à partir de Jean-Louis Bianco, le premier secrétaire général de François Mitterrand, eh bien, au contraire, ça devient une majorité. Une majorité de secrétaires généraux de l'Élysée vont basculer en politique. Et là, moi, j'y vois encore une fois une évolution des entourages des présidents et surtout de ce personnage qu'est le secrétaire général, parce que la présidentialisation, le rôle que les secrétaires généraux ont dans la décision politique grâce à la présidentialisation, donne à un très grand nombre d'entre eux le goût de la politique active. Et donc, finalement, le gap qu'il est nécessaire pour pouvoir changer de fonction est beaucoup plus faible qu'auparavant. Et c'est ce qui explique que, encore une fois, Jean-Louis Bianco, Hubert Védrine, Claude Guéant, Jean-Pierre Jouyet, tous ces gens-là sont basculés dans la vie politique. Après, alors Jouyet c'est une exception, il était ministre avant de devenir secrétaire général de l'Élysée, mais en tout cas, on voit là que le point de passage de la haute fonction publique à la vie politique active est rendu beaucoup plus facile avec le temps. Et ça, je crois que c'est une des évolutions qui marque à la fois, qui accompagne la présidentialisation du régime, c'est-à-dire ce point de passage plus aisé entre la fonction de secrétaire général, la fonction de ministre ou de député. Ce que je crois traduit la fonction de secrétaire général et la raison pour laquelle il est un symptôme de cette présidentialisation, c'est que déjà son rôle n'est défini dans aucun texte, il est purement discrétionnaire. C'est-à-dire que ses attributions ne sont fixées par aucune autre règle que par la coutume. C'est une première chose. Deuxièmement, l'irresponsabilité pénale du président de la République s'étend à son cabinet et en premier lieu au secrétaire général de l'Élysée. Quelles que soient ses fautes, seul le président de la République peut sanctionner ses fautes. Par exemple, si on prend le cas de l'affaire Benalla, par exemple, eh bien, le secrétaire général n'a pas été du tout mis en cause alors qu'il a une responsabilité directe sur tous les collaborateurs du président de la République. Ça aurait pu être le directeur de cabinet aussi qui aurait pu être mis en cause. Mais on pense aussi au fait que dans le passé, je ne sais pas, pour des fautes politiques, on se souvient que Dominique de Villepin, par exemple, avait été rendu responsable de la dissolution ratée de 1997, et pourtant, ça n'a pas fait lieu d'une sanction. Même si on a vu avec le cas de Claude Guéant qu'il est là encore une fois une exception, puisqu'on le sait, Claude Guéant a été incarcéré, en partie pour des faits qui reviennent à sa période où il était secrétaire général, puis à une autre période où il a été, avant celle-là, directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy lorsqu'il était à Beauvau, puis ensuite ministre de l'Intérieur. Enfin, c'est le seul qui finalement a eu à subir des conséquences pénales. Je dirais que non, a priori, il n'est pas un symptôme, il n'est pas une traduction, il n'a pas un rôle démocratique. Mais il est quand même un rouage important, parce qu'il met de l'huile dans les rapports entre le président et tout un aéropage de conseillers, voire même d'extérieurs, qui fait que ça évite la bunkérisation de l'Élysée. Et le secrétaire général, il est aussi celui qui ouvre des portes. Il ouvre la porte du bureau du président, qui essaye de faire remonter un certain nombre d'indices. Donc c'est un rôle, me semble-t-il, parfaitement indispensable. Il y a quand même une forme d'éthos du secrétaire général, fait de modestie, de discrétion, de très grande fidélité non seulement au président, mais aussi à l'État et à la République, de la plupart de ces hommes qui m'a frappé et qui, je pense, constituent des garde-fous lorsque certains d'entre eux pourraient
ou voudraient s'éloigner de la feuille de route qu'on leur fixait. Le secrétaire général n'est pas forcément un rouage démocratique, mais il appartient à la vie de nos démocraties, à une vie élyséenne qui manque singulièrement de contre-pouvoir ou même de rouage d'huile, et il est une de ces huiles dans le moteur, de cette manière, qui nous permet en fait tout simplement à la machine élyséenne de fonctionner de manière plus efficace.